Bonjour Axel Lemaire, je m'appelle Calista, j'ai 19 ans, je suis en 2e année d'école de commerce et je m'apprête à voter pour la première fois. Par rapport aux élections, je me sens un peu perdue étant donné qu'il y a énormément d'informations sur les réseaux sociaux qui peuvent paraître orientées ou même certains débats qui sont empreints de violence, donc j'ai pas trop les idées claires. Mais je voulais vous demander, vous, à quoi rêviez-vous lorsque vous deviez voter pour la première fois ? Bonjour Axel Lemaire. Bonjour. À quoi vous rêviez à son âge ? Elle me fait penser à moi, au même âge. Perdu aussi ? J'étais en 2e année à Sciences Po, et c'était pendant la campagne présidentielle à l'époque, et je me souviens de camarades de classe qui mangeaient des pommes en classe, en cours, pour montrer qu'ils soutenaient Jacques Chirac. Donc j'ai ce souvenir. Et non, je me sentais pas perdue, je savais pour qui j'allais voter. En revanche, c'était assez vertigineux, parce que quand on a cet âge-là, tout est à construire, mais il y a beaucoup de mystères. Et donc on a tendance, je crois, à faire des choix politiques qui pourront orienter notre avenir. Mais sans que ça soit très tangible, en fait. Tout est mystérieux, mais tout est possible aussi. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bienvenue dans le futur d'Axel Lemaire. Marier l'expérience et la vision à la veille d'une élection présidentielle, n'est-ce pas ce que nous attendons tous? Les grandes idées plutôt que les petites phrases, le temps long plutôt que la polémique. Vous avez l'expérience du pouvoir, de l'étranger. Vous êtes engagé, quoi de mieux pour regarder devant? Avec vous, nous allons voir comment la France peut rester attractive, en quoi le numérique est une chance pour l'économie, pour l'éducation. Faudrait-il que nous parlions tous anglais, demain? Quelle solidarité dans le monde de demain? À mes côtés pour en parler, Christelle Craplet de BVA Opinion. Bonjour Christelle. Bonjour. Qui prend le pouls justement de cette opinion pour nous. Et puis Christian Roudot, avec qui on prend du recul. Axel Lemaire, bonjour. Pour votre abécédaire en 3 lettres, je commencerai par N. N comme numérique. Les Français vous ont découverte comme secrétaire d'État chargé du numérique en 2014 sous la présidence Hollande. J'ajouterai I comme international. Vous êtes franco-canadienne, vous avez longtemps vécu à Londres, où vous fûtes députée des Français de l'étranger. Enfin, H comme humanitaire, puisque vous venez de rejoindre la Croix-Rouge française. Innovation, ouverture, solidarité. Ceci caractérise-t-il la campagne actuelle sur le débat présidentiel? Je croyais que vous alliez dire ceci me caractérise-t-il. Et en tout, ça, c'était dire, oui, c'est complètement ça. En tout cas, c'est ce que j'espère. Mais la campagne? La campagne, non, pas complètement. De fait, je m'y retrouve pas tellement dans cette campagne. Effectivement, je la trouve assez violente, caricaturale, et je trouve qu'elle pose pas assez les débats de fond. Et qu'on sombre dans une forme d'électoralisme, pensant que c'est ce qui va attirer les voix. Et je pense que c'est tout le contraire en réalité, que les Français qui vont voter ou ne pas voter d'ailleurs, sont intelligents, éduqués politiquement au niveau d'attente élevé, et qu'en fait ça serait aux responsables politiques d'être à la hauteur de ces attentes. Quelle France espérer et construire justement dès aujourd'hui? Première partie de ce programme, c'est #Mon pays. C'est parti. Axel Lemaire, votre parcours international et professionnel vous a toujours mis sur le chemin de l'innovation. J'ai donc envie de vous poser cette question. Est-ce que pour vous, la France reste une terre d'attractivité? Oui, c'est une terre d'innovation qui a toujours inventé, et c'est une terre d'idées, de génie et d'ingénieurs. En revanche, je crois que le défi, c'est de conserver, et si on met de côté le débat du rang dans la compétitivité internationale, la France n'est plus un empire, est-elle une grande nation, etc. Si on met ce débat de côté, mais on se dit, est-ce qu'aujourd'hui, des gens ailleurs dans le monde auraient envie de venir habiter en France? La réponse est oui. Et oui, parce que d'abord, on a une qualité de vie extraordinaire, on a des services publics, on a un niveau d'éducation, une offre éducative, il y a du travail en dépit du taux de chômage élevé. Enfin, je veux dire, en réalité,
Vous savez, quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console. Et en fait, je trouve qu'on est à un moment où il faut préserver ces acquis-là, et notamment les acquis sociaux, parce que souvent, ailleurs, on ne retrouve pas la même qualité. Ça, c'est nos acquis qu'il faut préserver. Mais si on veut embrasser, vous parliez des défis de demain, Oui. dont les politiques n'ont pas l'air, en tout cas dans cette campagne, de porter suffisamment, selon vous. Si on veut embrasser ces grands défis, que manque-t-il à la France ? Alors, pardon de répondre par le passé, mais en fait, pour être audacieux, il faut savoir d'où on vient. Et il faut connaître son histoire et sa différence. Et je trouve que l'innovation, pour innover, ça ne sert à rien. Et que parfois, on a un discours un peu gratuit et un peu solutionniste par rapport à la construction de l'avenir et à ce qu'on voudrait que la France soit. En réalité, si on s'appuyait sur nos acquis, encore une fois, nos acquis, ce sont d'abord et avant tout les gens qui composent ce pays, ce sont ces territoires, ce sont ces paysages, c'est cette capacité d'innover. Alors oui, on peut faire des miracles. Après, ça veut aussi dire de garder l'esprit d'ouverture et d'innovation. Et quand je dis esprit d'ouverture, c'est se donner les moyens d'être attractif et de pouvoir attirer. Des Français ouverts. Ça, vous parliez justement des gens qui composent ce pays. Alors, on présente souvent les Français comme un peuple de râleurs, jamais contents, difficiles à satisfaire. C'est vrai que nous, dans nos enquêtes, parfois, les résultats sont un peu décourageants. Ils sont souvent très pessimistes, beaucoup plus que dans certains pays. Vous, justement, qui avez vécu à l'étranger, est-ce que de là-bas, on perçoit les Français comme ce peuple ingouvernable? Et quelles seraient un peu vos suggestions pour qu'on fasse avancer le pays dans un climat peut-être plus apaisé, plus optimiste? Oui, alors il y a la perception qu'il reflète d'une certaine réalité, puis il y a d'autres réalités, je pense. C'est vrai, les Français ont la réputation d'être à l'heure, notamment les touristes. On peut aussi considérer qu'ils sont exigeants. Et ils sont exigeants au plan matériel, mais je trouve qu'ils sont aussi exigeants au plan intellectuel et éthique. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup de la France, c'est cette exigence. On n'accepte pas tout, en fait. Et donc, quelque part, on veut pouvoir aussi décider et donner son avis. Donc ça, c'est plutôt bon signe, je trouve. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer? Bien, c'est que cette exigence et ce côté un peu râleur se transforment en décision-action, c'est-à-dire qu'il y ait des espaces de dialogue pour que les Français soient entendus et qu'ils puissent intervenir dans les co-décisions, y compris dans la vie politique, mais dans la vie associative, c'est beaucoup le cas. Moi, je le constate à la Croix-Rouge, je trouve ça incroyable, parce que c'est une organisation qui réunit plus de 80 000 personnes. Et à un moment de leur vie, un bénévole peut devenir salarié, un aidant peut devenir bénévole. Toute cette communauté vit ensemble et décide ensemble. C'est-à-dire qu'il y a des instances de gouvernance très démocratiques avec des élus qui représentent les personnes impliquées dans l'association. Et donc, ce modèle de gouvernance associative, je trouve qu'aujourd'hui, on peut le transposer à d'autres sphères, y compris à la sphère politique. Donc, en fait, d'avoir une exigence et de râler en soi, je trouve que ça, c'est pas... Il faut être respectueux et sympa. Mais sinon, en revanche, le problème, c'est qu'on n'a pas l'espace pour transformer ça en proposition constructive. Alors, avant de rejoindre la Croix-Rouge, vous avez eu une vie de ministre et quand vous étiez au gouvernement, vous avez quand même senti tout le poids de la haute administration. Et quand on est ministre, il n'est pas toujours facile de faire bouger les choses face à des hauts fonctionnaires quasi inamovibles. Quid d'un spoil system à l'américaine? Quand un nouveau pouvoir s'installe, l'administration change aussi. Est-ce que ceci pourrait être une idée, comme parmi d'autres, pour faire avancer les choses plus facilement? Alors, déjà là aussi, je crois qu'il ne faut pas avoir une vision trop caricaturée. Moi, ce que j'ai découvert lorsque je suis arrivée à Bercy, qui est le ministère de l'économie et de l'industrie, c'est la qualité de ces agents publics, des hauts fonctionnaires, mais de tous les agents en réalité, y compris les contractuels. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont vraiment dédiés à l'intérêt général. Et donc, une fois qu'on a compris ça et qu'on voit comment ça se traduit dans le quotidien, ils travaillent énormément. Ils sont moins payés que dans le privé. Ça, c'est la réalité. On se dit, oui, relativisons la question de leur surpuissance. Ensuite, vous avez raison, les responsables politiques passent, les hauts fonctionnaires
reste. En plus, ils viennent tous souvent du même sérail, ils se connaissent, du même corps, peuvent se faire la courte échelle, s'aider professionnellement, et parfois on peut avoir l'impression que c'est un frein. Que c'est un frein à l'action, à l'innovation, au changement, c'est-à-dire à aller au-delà des conservatismes et de leur à l'audace. Et oui, je l'ai expérimenté. Donc oui, je suis favorable au spoil system, mais plus pour des raisons démocratiques, parce que je trouve que quand des dirigeants arrivent au pouvoir, sont issus des urnes, c'est le reflet de la volonté du peuple, bien à ce moment-là, ils doivent être en capacité de nommer les personnes qui vont mettre en œuvre le programme politique sur la base duquel ils ont été élus. Donc c'est ça l'enjeu, en réalité, et je trouve que aux États-Unis, au Royaume-Uni, pour une certaine partie au Canada, le modèle de spoil system là-bas est intéressant, on devrait s'en inspirer. Les États-Unis, vous venez d'en parler, Axel Lemaire, certains personnages publics peuvent être des sources d'inspiration, avoir une influence sur nos destinées. Vous qui avez étudié le droit international, vous nous avez cité 2 influences, l'une française, en l'occurrence Robert Badinter, l'autre américaine, Ruth Bader Ginsburg, décédée en 2020. Cette juge de la Cour suprême des États-Unis a été une icône pour la gauche américaine et même bien au-delà. C'était un petit bout de femme qui aura fait l'histoire aux États-Unis. Ruth Bader Ginsburg était l'une des 4 juges progressistes de la Cour suprême, la plus influente. Ruth Bader Ginsburg, nommée par Bill Clinton, brillante juriste, première de sa promotion, elle s'est d'abord battue dans un monde d'hommes pour faire carrière. J'avais 3 handicaps. J'étais juive, j'étais une femme, et le pire, j'étais mère d'un enfant de 4 ans. En 27 ans de combat à la Cour suprême, elle obtient qu'une académie militaire recrute enfin des femmes. Elle est à l'origine d'une loi pour l'égalité des salaires en entreprise. Elle devient une icône, des mugs, des t-shirts, ses séances de gym sont cultes. C'est la reine RBG. Mais de revoir ces images, moi je trouve justement ce petit bout de femme qui est d'une force et d'une puissance. Elle peut tout soulever, pas que des haltères. Au moment de son décès, celui qui était son entraîneur, je crois que c'était un ancien Marines américain, pour lui rendre hommage, est venu à côté de sa tombe et a fait des pompes. Et c'est ça aussi RBG, c'est le hashtag Notorious RBG sur les campus américains qui soulève l'enthousiasme des jeunes entre 15 et 25 ans, alors que c'était une vieille dame. Je trouve qu'elle a eu et elle continue d'avoir une portée totalement universelle par les combats qu'elle a traversés elle-même et par ce qu'elle a fait. Je connais toute sa jurisprudence par cœur, ses biographies, ses autobiographies. Je ne me lasse pas de découvrir cette femme. Votre spécialité, votre expertise, Axel Lemaire, c'est le numérique. On vous doit notamment, entre autres, la loi pour une république numérique, c'était en 2016, qui est une rampe de lancement très importante pour toutes les start-up en plein boom à l'époque. Christelle, cette Startup Nation. Eh bien, on a voulu savoir ce qu'en pensaient les Français. Est-ce que depuis 5 ans, ils ont l'impression que cet esprit Startup Nation s'est développé? Donc, selon notre sondage exclusif BVA, 52% des Français pensent que depuis 5 ans, l'innovation et l'entrepreneuriat ont été suffisamment favorisés en France, mais ils sont aussi 47% à penser l'inverse. C'est un peu le verre à moitié vide ou à moitié plein. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez le sentiment que le soutien à l'esprit entrepreneurial a été suffisant ces dernières années, selon vous? Je trouve que c'est compliqué de tirer des conclusions quand on est sur du 50-50. En revanche, peut-être que si ce sondage avait eu lieu il y a quelques années, il y aurait eu moins d'avis favorables relatifs à l'innovation. Donc je pense qu'on est quand même... il y a de très gros progrès qui ont été faits depuis, on va dire, la dernière décennie sur la place que doivent avoir les startups, les entrepreneurs, l'innovation de manière générale pour construire le pays. Maintenant, c'est pas... moi, vous m'aurez, je crois, jamais entendu utiliser le mot Startup Nation. Pourquoi je m'attache à la sémantique?
Startup Nation, c'est une expression qui a été importée d'États comme Israël ou comme l'Estonie. Et je trouve que ça renvoie pas bien à l'histoire de la France et au rôle de ces entrepreneurs qui font de l'innovation souvent sociale, en fait, souvent assez ancrée dans la recherche du bien commun et de l'intérêt général. Et en fait, pourquoi ma loi s'est appelée la loi pour une république numérique? Déjà, c'est en français, l'expression, mais c'est aussi parce que la République, c'est un projet politique de vivre ensemble. C'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et le texte de la loi suit ces 3 chapitres, les 3 Et c'est pour ça que vous l'aviez fait précéder d'une grande consultation citoyenne. Alors, tout à fait, toujours cette thématique de l'intelligence collective, comment impliquer activement le plus grand nombre pour embarquer, pour convaincre, pour créer les conditions de la confiance qui permettent de décider ensemble et donc d'avancer. Donc oui, on a beaucoup progressé sur tous les dispositifs publics et privés de soutien à l'innovation et aux innovateurs. Oui, il y a encore d'immenses freins. Il y a des réflexes bureaucratiques, technocratiques, conservateurs, dans tous les échelons, dans tous les endroits du pays. Mais l'innovation, c'est une excuse pour remettre les choses en cause, pour renverser la table, pour toujours avancer. En fait. Alors justement, on ne leur a pas seulement demandé aux Français ce qu'ils pensaient de ces 5 dernières années, on les a fait se projeter dans l'avenir, puisque ici on parle de futur. Et c'est une autre donnée de notre sondage exclusif BVA. Quand ils pensent à la politique économique du futur quinquennat, ils placent clairement l'innovation et les nouvelles technologies au centre du jeu. 89% pensent que cela doit constituer un enjeu important pour le futur quinquennat et ils sont même un quart à nous dire que ça doit être un enjeu primordial. Qu'est-ce que cela, justement, vous inspire ? C'est très intéressant. Je trouve que ça confirme un peu ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'ils ont compris que c'était essentiel, ils ont compris que c'était un levier d'action pour parvenir à certaines fins, dont, je crois, la transition écologique. On sait très bien aujourd'hui qu'on ne saura pas aller vers un monde bas carbone, vers un monde avec des ressources énergétiques moins disponibles, un monde moins polluant, si on n'utilise pas l'innovation, si on n'invente pas des nouvelles solutions. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Et donc, je pense qu'ils sont très lucides, en fait, sur le rôle que doit jouer l'innovation, pas en soi, pas comme un objectif en soi, mais pour répondre aux grands défis du temps. Eh bien justement, parlons-en de ce rôle de l'innovation. Qui innove aujourd'hui? On fait le point en chiffres, on fait un petit point data ensemble si vous le voulez bien. On compte 25 licornes à ce jour. Alors les licornes, c'est ces fameuses pépites françaises valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Vous en voyez quelques-unes apparaître à l'écran. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'entreprises dont le siège est en France dans cette enquête et non cotées en bourse. Et on se base sur du déclaratif. Toutes les entreprises ne se déclarent pas. Ma question, c'est celle-ci. Est-ce que cette France de l'innovation, ces licornes, ces startups, comment peuvent-elles représenter une locomotive qui n'entraîne pas seulement ce petit monde de l'innovation, mais toute l'économie française? Je pense à l'industrie. Je pense aussi, je vais encore citer Emmanuel Macron, mais son plan France 2030, puisque c'est ce qu'il développait dans ce plan-là. Comment on irrigue toute l'économie, et notamment une économie plus verte? Déjà, c'est la bonne question, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a 20 licornes. La définition d'une licorne, elle est financière. Hein. C'est une entreprise qui est valorisée à 1 milliard d'euros. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est très content pour ça nous profite? Voilà, pour les fondateurs qui peut-être un jour seront milliardaires, mais au-delà de ça, on se dit comment ça va profiter à la France. Donc, c'est ça la vraie question. Ça va profiter par la création d'emplois, parce que c'est vrai que ce sont des entreprises qui créent des nouveaux emplois à des rythmes beaucoup plus importants que des entreprises plus traditionnelles dans des secteurs dits traditionnels. Ça va profiter à l'accélération de l'adoption de technologies et de produits, services, méthodologies innovantes par les grandes entreprises et par le réseau des PME, des ETI, des artisans, des commerçants un peu partout dans le pays, à la condition que les grandes entreprises jouent le jeu de l'achat innovant, donc se tournent vers ces startups pour véritablement collaborer avec elles, et à la condition qu'on puisse accompagner les PME pour qu'elles mettent le pied à l'étrier, et donc qu'il n'y ait pas deux mondes, en fait. Mais on a les talents, on a les formations, parce que c'est là aussi où il faut que ça suive. Alors, pas assez. En volume, en quantité,
on ne forme pas assez de gens aux technologies, en particulier aux technologies numériques. On se complaît dans l'idée que la France est une nation d'ingénieurs, mais la réalité, c'est qu'ils sont de très grande qualité, mais qui ne sont pas assez nombreux. Et puis, c'est aussi qu'il ne faut pas que des ingénieurs. Hein. Il faut des couteaux suisses du numérique qui puissent répondre à tout type de besoins, notamment les besoins en matière de cyberprotection des systèmes d'information, qui concernent tout le monde à titre individuel et toutes les organisations. Donc rien que ça, on a un vrai problème de main-d'œuvre aujourd'hui dans la cyber, mais c'est vrai sur beaucoup d'autres sujets. Axel Lemaire, la question de la transition écologique est l'un des grands enjeux de cette campagne, bien évidemment. Arrêtons-nous un instant sur l'industrie numérique et son empreinte carbone. Quid des solutions pour une tech plus verte? Comment faire de la France un pays fer de lance du numérique responsable? Le numérique, c'est une industrie polluante. Il faut en avoir conscience. On ne pense pas aux grandes entreprises technologiques comme on pense aux producteurs de pétrole. La réalité, c'est que c'est le cas aujourd'hui et que ça sera encore plus le cas demain. Et que plus les usages se développent, plus le numérique sera polluant. Alors, il y a la partie de la pollution qui est inévitable, ou en tout cas difficile à maîtriser, qui vient de la source, des ressources rares, des métaux, avec là des enjeux géopolitiques qu'on voit déjà à l'œuvre aujourd'hui, mais qui sont plus difficiles à maîtriser pour les consommateurs en bout de chaîne. En revanche, ça pose la question de la sobriété des usages. Et donc, les débats qui ont eu lieu sur la 5G, par exemple, là aussi, ils ne devraient pas être caricaturés. Il n'y a pas les innovateurs d'un côté, les Amish de l'autre. Il y a un peuple, un collectif qui doit se poser la question objective de l'empreinte carbone des usages numériques pour choisir et prioriser ce à quoi ça sert le plus. Dans l'industrie, par exemple, pour équiper les sites manufacturiers, pour faire de la télémédecine, pour faire de la chirurgie de pointe, oui, on sait que ce type de technologie est et sera encore plus demain absolument nécessaire. En revanche, de se poser tous ensemble la question de est-ce qu'il n'y a pas un moment où on n'en a pas vraiment besoin, en fait. Moi, je trouve que c'est très sain et il faut de plus en plus intégrer cette notion de sobriété numérique dans les politiques publiques et dans nos usages quotidiens. Ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Sachant que, effectivement, les citoyens n'en ont pas forcément conscience. Non, et rien n'est fait pour qu'on en ait conscience, en fait. Franchement, quand on utilise son smartphone, on n'a pas l'impression de polluer. C'est pas comme quand on prend l'avion. Et donc, cela dit, il y a quand même de plus en plus d'initiatives, des associations qui objectivent tout ça avec des faits scientifiques et qui partagent les bonnes pratiques, qui nous disent comment faire, etc. Après, je pense que tout le monde doit s'en saisir, y compris le tissu économique, en fait, y compris les grandes entreprises et les premiers responsables. Et pardon, j'ai eu un discours négatif. Le paradoxe, c'est qu'on ne pourra pas faire face à la transition écologique sans le numérique. Parce qu'en fait, à peu près toutes les solutions aujourd'hui, elles passent par les technos. Donc en fait, il faut accepter cette dualité et puis il faut savoir faire peser. Balancer. On l'a dit, avec votre binationalité, votre parcours, vous avez une grande ouverture à l'étranger et peut-être l'idée, comme nombre d'entre nous, que l'Europe est pas assez présente dans ce débat à la veille de la présidentielle. Quel regard vous portez justement, vous, sur la place de la France dans cette Europe? Dans quelle Europe? La France joue un rôle très important au sein de l'Union européenne. Et c'est vrai qu'il a fallu que j'exerce ces responsabilités politiques pour m'en rendre compte lorsqu'on prend une position à Bruxelles, qu'on défend devant nos collègues de l'Union européenne. Ça compte. Et si on trouve des alliés et qu'on trouve des coalitions, on peut parvenir à des compromis qui font avancer massivement les choses. Je donne un exemple concret. Le principe de neutralité du net, qui fait qu'on ne peut pas discriminer l'accès au contenu d'Internet en fonction de l'émetteur, du type d'opérateur, par exemple. C'est un principe qui a été très, très, très remis en cause par Donald Trump lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche. L'Europe, ensemble, a décidé de l'inscrire dans son corpus législatif au niveau européen.
aujourd'hui, on ne revient pas dessus. C'est une protection pour les Européens. Et ça, c'est une puissance incroyable. Donc, et souvent, on n'investit pas cette puissance. On ne se donne pas les moyens d'être puissant à Bruxelles. Pourquoi ? Parce qu'on sombre dans ces débats, en plus totalement irréalistes, sur le rôle, la place de la Commission européenne dans nos vies, etc. En réalité, à chaque fois que la France a réussi à se faire entendre à Bruxelles, ça lui a bénéficié directement et ça a bénéficié à ses voisins en Europe. Alors ça pose justement la question un peu du rapport qu'entretiennent les Français avec l'Union européenne. Alors c'est vrai que nous, dans nos enquêtes, aussi bien quantitatives que qualitatives, on voit que les Français ont un rapport extrêmement complexe, ambigu à l'Union européenne, qu'ils qualifient souvent un peu de lointaine, voire d'ennuyeuse. On avait posé en mai 2019 une question juste avant les élections européennes et on avait finalement que 53% des Français qui se disaient attachés à l'Union européenne. C'était moins que ce qu'on avait pu observer par le passé. Et puis on avait une autre enquête aussi l'année dernière qui montrait ce rapport un peu ambigu. On avait autant de personnes qui disaient qu'ils avaient une bonne opinion que de personnes qui disaient qu'ils avaient une mauvaise opinion. En même temps, ils nous disaient quand même c'est finalement pas si mal que la France appartienne à l'Union européenne. Comment on fait un peu pour surmonter ce paradoxe ? Comment on fait finalement pour réconcilier les Français avec l'Union européenne ? Au moment des débuts de frémissement politique autour du Brexit, non seulement j'habitais en Angleterre, mais je travaillais à la Chambre des communes. Là aussi, j'avais l'impression que les questions étaient mal posées, c'est-à-dire que les députés britanniques qui étaient en faveur du Brexit, c'était pour les mauvaises raisons. Ils connaissaient très mal l'Europe, ils connaissaient très mal les avantages, par exemple, en termes de protection des droits sociaux, de protection de l'environnement. Ils étaient très influencés par des lobbies en l'ignorant eux-mêmes, ce qui est assez grave pour des... Et c'est un peu pareil en France. Et donc, oui, vous avez raison, le rapport à l'Europe est très ambigu, très ambivalent. Plus le temps passe, plus on s'éloigne du socle pacifiste sur lequel l'Union européenne a été construite. Et puis, plus on est connecté, plus on se sent éloigné des institutions de Bruxelles, ce qui là aussi est un paradoxe. Et je pense qu'au fond, ce qui est mis en cause, c'est le socle démocratique de ces institutions. C'est-à-dire que les Français ont le sentiment, pour partie à juste titre, qu'ils ne sont pas assez entendus et qu'il y a une machine administrative qui tourne toute seule. Et donc, il faudrait renforcer ce socle démocratique européen. Mais ça aussi, je pressens, peut-être à tort, que c'est ce qui est critiqué au fond. Ce qui est critiqué au fond, c'est pas le projet européen, c'est pas la paix et la stabilité et la prospérité que nous apporte l'Europe, c'est son fonctionnement. Oui, ça d'ailleurs, ça reste un point effectivement qui met beaucoup en avant les Français, le projet de la paix. Mais c'est vrai que derrière, il y a quand même pas mal de critiques qui peuvent être formulées, et notamment celui-ci, une forme de distance des institutions. Et on notera quand même qu'actuellement, il y a plus de grands pays, de grands candidats qui demandent une sortie de l'euro ou une sortie ou un Frexit, quelque part. Je sais pas, les choses ont un peu évolué par rapport à l'élection de 2017. La France préside actuellement l'Union européenne avec des dossiers très très importants sur la table. Le salaire minimum, la régulation des géants du numérique, la taxe carbone aux frontières européennes, la question de la souveraineté industrielle de l'Europe. Lequel de ces chantiers, allez, je vous demande de vous mouiller un petit peu, vous paraît, vous allez me dire tous, mais lequel, si vous devez choisir un, le plus important ? Tout est lié, mais pourquoi la transition écologique ? J'aime pas le mot transition. Pourquoi l'impératif écologique est sans doute la priorité ? C'est parce que de notre capacité à y répondre dépend le modèle social de redistribution, de solidarité qu'on aura. Dépend notre capacité de répondre à des grandes crises, y compris migratoires. Notre capacité de résilience en tant que pays, en tant que société. Et en fait, heureusement qu'il y a une prise de conscience forte désormais dans la population. Le problème, c'est qu'il n'y a pas encore cette intégration systématique dans les politiques publiques et dans les programmes des candidats. Et en fait, en réalité, pourquoi je pense que c'est la priorité ultime, on va dire, c'est parce que de cette réponse découlent les réponses à tous les autres sujets. Ils sont tous importants. Tous nos choix, ils sont tous importants, mais s'il fallait hiérarchiser, pour moi, ça serait le plus important. Quel avenir pour les jeunes de demain, avec quelle éducation, quel travail? C'est #monavenir. Bonjour Axel
Lemaire. Je suis Virginie Privat-Bréauté, maître de conférence en didactique de l'anglais à l'Université de Lorraine. L'une de mes missions principales, c'est de former les futurs enseignants aux nouveaux dispositifs d'apprentissage, dont la réalité virtuelle. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de freins à l'introduction de ces casques de réalité virtuelle. Des obstacles d'ordre technologique, logistique, sanitaire et plein d'autres. Donc, est-il possible de lever ces obstacles et est-il envisageable de former les futurs enseignants à ces nouveaux outils? Oui. À la Croix-Rouge, dans les établissements qui accueillent des personnes âgées, on a des expérimentations avec des casques de réalité virtuelle. Et les directeurs d'établissement me disaient qu'au départ, ils n'y croyaient pas tellement. Et en fait, quand ils voient à quel point ça suscite l'enthousiasme chez leurs résidents, ils en redemandent. Et en fait, les obstacles dont il était question, ils sont là, mais ils ne sont pas du tout insurmontables. Le coût du matériel a plutôt tendance à décroître. Il faut bien sûr accompagner les enseignants parce que souvent, s'ils ont des résistances, c'est parce qu'ils ont peur de mal utiliser l'équipement. Les élèves sont ravis. Tout est là aussi une question de sobriété, de dosage, mais je pense que ce sont souvent des fausses raisons, des mauvaises raisons pour lesquelles on n'intègre pas plus. Vous parlez de dosage, mais il y a donc la VR, là on commence à être habitué avec nos enfants, tout ça, mais il y a le métaverse qui lui aussi arrive. Alors là on passe dans une autre dimension. Si on fait de la science-fiction, est-ce que on imagine des étudiants qui n'ont même plus besoin d'appartenir à une seule école, qui se font un espèce de parcours personnalisé comme ça, à la carte? Où est le prof là-dedans? Quel sera son rôle dans 20 ans, 25 ans? C'est presque déjà le cas, ce que vous décrivez. C'est-à-dire que si on voulait se produire un parcours d'apprentissage comme celui-là, je pense qu'aujourd'hui, ça serait possible sans le métaverse. Et le rôle du professeur, il évolue énormément. C'est plus l'expert titulaire unique du savoir qui, de manière unilatérale, professe le contenu de sa connaissance. C'est un coach ? Non, c'est un accompagnement de vie dans la découverte des savoirs. Et en fait, ce qui est assez extraordinaire quand on utilise des technologies numériques pour apprendre, c'est que ça crée une interaction qu'on peut apprendre de pair à pair et qu'on peut apprendre plus à son rythme, qu'on est donc plus conscient de ses limites et que l'enseignant, il a un rôle dans la capacité donnée aux élèves à se saisir eux-mêmes des enjeux pour avancer, qui est incroyable. Donc finalement, le rôle, il est presque plus important qu'auparavant. On a du mal à sortir du mythe des hussards de la République. C'était pas un mythe à l'époque, hein, mais de l'enseignant dévoué qui va sortir de la misère grâce à la mobilité sociale et à l'éducation républicaine des jeunes gens. Et ce sont des récits magnifiques et extraordinaires. Mais aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que tout le monde puisse, notamment grâce au numérique et aux enseignants qui utilisent les bons outils, être élevé de cette sorte. Et aujourd'hui, c'est possible grâce aux technologies. Alors justement, on a essayé de voir un petit peu comment les Français réagissaient face au développement de la place du numérique. On sent qu'ils sont quand même ouverts à ce que le numérique franchisse les portes de l'école et qu'ils ont aussi quand même une forme de crainte que ça se fasse au détriment peut-être d'un enseignement plus traditionnel. Donc d'après une autre donnée de notre sondage exclusif BVA, 65% des Français ne souhaitent pas que l'on développe les cours en autonomie à l'école sans enseignants, mais on a quand même un tiers qui est favorable, notamment parmi les plus jeunes et les catégories aisées. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire, ces chiffres-là ? Les cours en autonomie, c'est-à-dire avec des tablettes ou avec des équipements, mais sans... On a poussé un peu le raisonnement à l'extrême en disant, voilà, ce seraient des cours vraiment totalement autonomes où finalement, il n'y aurait pas forcément besoin qu'il y ait un professeur qui soit présent. Est-ce que les Français souhaitaient qu'on développe cette forme de cours ou pas ? Et pour l'instant, ils sont un peu réticents dans leur majorité. Moi, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas de profs. Je pense qu'au contraire, ils sont plus importants que jamais. Donc, je suis presque étonnée du pourcentage, il est assez élevé. Le tiers qui est favorable, finalement. Non, c'est une fonction qui évolue
mais qui est plus essentiel que jamais. On n'a pas assez de profs, ils ne sont pas assez bien payés. Donc en fait, ils devraient être de nouveau les hussards de la République du XXIe siècle. Donc pour moi, ce n'est pas tellement l'enjeu. Les Français sont assez réticents de manière générale à l'adoption des outils numériques. Encore une fois, moi je trouve que c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'ils ont une forme de sagesse et de prudence qui fait qu'ils mettent en cause certains postulats. On ne peut pas leur vendre n'importe quoi. Trop vite. Donc vous êtes plus dans l'addition que la soustraction. C'est-à-dire que le numérique vient en appui de la pédagogie. Bon, transition toute trouvée pour parler du député mathématicien Cédric Villani, qui était assis à votre place il y a quelques semaines et qui, lui, s'inquiétait du niveau des jeunes Français en maths et en sciences. Vous en avez touché un mot. Ceci risque de se traduire à terme par un manque criant de talent dans le numérique en général et dans l'intelligence artificielle en particulier. C'est pour vous aussi un sujet d'inquiétude ? Oui, réel, parce qu'aujourd'hui, les producteurs de technologies sont principalement étrangers, donc les entreprises, mais les producteurs d'ingénierie technologique sont aussi de plus en plus étrangers, simplement parce qu'on en a parlé, on n'a pas suffisamment de personnes formées au métier du numérique et les besoins sont croissants. Et cette population-là, non seulement n'augmente pas, mais a plutôt tendance à diminuer. Et je ne vous parle même pas du sujet des filles dans la tech, donc de la place des femmes dans le numérique, qui est finalement le reflet d'un ordre social. Quand on regarde en Iran, en Inde, dans des pays qui ont des référentiels culturels très différents des nôtres, eh bien, les femmes dans le numérique sont plus présentes, mais parce que ces métiers sont considérés différemment, parfois avec moins d'importance d'ailleurs. Mais donc il faut beaucoup travailler sur les représentations professionnelles, mais aussi créer plus d'écoles, créer plus de places dans les écoles, former absolument massivement avec cette difficulté. C'est qu'on doit former des humanistes qui aussi sont bons en langue, ouverts aux langues, qui aussi sont ouverts aux sciences humaines et qui aussi sauront s'adapter en temps continu aux nouvelles et aux futures technologies. Et comment on les attire dans la tech, du coup, ces femmes, ces jeunes femmes ? Par des histoires qui leur parlent, par des exemples de réussite, par aussi des récits sur la réalité de ces métiers-là. Et ce qui est terrible, c'est que souvent les jeunes femmes en question s'imaginent que c'est pas pour elles parce qu'elles pensent qu'elles ne seront pas à la hauteur. Et donc il faut démystifier cela. C'est un peu comme des métiers qui, il y a 20 et 30 ans, étaient considérés comme totalement inaccessibles aux femmes. On a beaucoup progressé. Dans le numérique, non, toujours pas. Oui, vous parlez de l'accès et de la formation. Je voudrais qu'on rappelle votre plus beau bébé. C'est la grande école du numérique. Vous l'avez porté, ce projet, vous l'avez créé justement pour ça. C'est-à-dire, c'est pas une grande école élitiste, c'est le contraire. C'est un groupement d'intérêt public qui a pour mission de labelliser les formations. Et ces formations s'adressent d'abord et avant tout aux personnes qui sont éloignées de l'emploi, en espérant faire d'elles les talents numériques de demain. Donc là, on est au cœur du problème, c'est l'égalité des chances, c'est l'accès à tous. Oui, tout à fait. Non, mais c'est exactement ça. Pour ceux qui n'ont pas de diplôme, qui n'ont pas d'emploi. Et il y a des quotas. Attention, j'utilise le mot interdit. Un gros mot. Il y a des quotas de 30% de femmes dans ces formations. Et en fait, ils sont atteints, ces quotas. Donc, quand on va les chercher et qu'on déconstruit les barrages qui souvent sont psychologiques, pas uniquement, ils sont aussi sociaux, et familiaux aussi, et territoriaux, etc. Mais quand on les accompagne vers ces formations, ça peut marcher. Et donc, c'est en ce sens que je rejoins complètement Cédric Villani. Ça doit être une priorité absolue. Si on veut préparer notre pays pour demain, il faut absolument mettre l'accent sur les besoins en formation et en formation continue tout au long de la vie. Parce qu'en fait, ceux qui aujourd'hui sont formés, dans 30 ans, peuvent être aussi paumés que des générations plus seniors aujourd'hui qui peuvent se sentir perdus dans l'environnement de plus en plus numérique.
Axel Lemaire, vous êtes bilingue, évidemment. C'est loin d'être le cas de tous les Français. Comment vous voyez le rapport entre les Français et cette langue universelle, incontournable, l'anglais? Aujourd'hui, c'est l'anglais, mais qui nous dit qu'au 22e ou au 23e siècle, ça ne sera pas une autre langue? Et pourquoi pas, oui. Et donc, que ça soit la langue d'usage la plus répandue aujourd'hui, oui. La langue universelle, je ne sais pas. Moi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir apprendre une ou plusieurs langues étrangères et que finalement, le cerveau, une fois qu'il est formaté, à ça, c'est plus facile d'en apprendre d'autres. Là aussi, les outils numériques nous aident. Et je trouve que la langue, elle véhicule un système de valeurs, des représentations sociales. Elle dit tant d'un peuple et de nous-mêmes qu'il ne faut pas se sentir... Alors oui, bien sûr qu'il faut savoir parler anglais aujourd'hui parce que c'est une nécessité, notamment professionnelle. Ce n'est plus une langue étrangère, disait Claude Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale. Il disait ce n'est plus une langue étrangère. Ah bah, si c'est pas notre langue maternelle, c'est une langue étrangère. Enfin, en tout cas, c'est... Donc, si et sous-entendu, on devrait la connaître autant que le français. Mais bien sûr. Et je pense que Christelle a des choses à dire à ce on propos. leur a justement posé la question aux Français, ces Français qu'on pointe tellement du doigt pour leur niveau médiocre en anglais. Alors, ils semblent un peu conscients quand même de leurs lacunes. En tout cas, ils sont convaincus que pour les générations futures, ça sera vraiment très important de maîtriser l'anglais. C'est une de nos données de notre sondage exclusif BVA. 92% d'entre eux pensent qu'il est important que tous les élèves maîtrisent l'anglais à l'issue de leur scolarité. Et ils sont même une proportion très importante, 43%, à nous dire que c'est absolument indispensable. Je suppose peut-être que vous partagez ce constat de la nécessité impérieuse aujourd'hui d'acquérir ce bon niveau d'anglais à l'école? Oui, bien sûr. Mais ça m'énerve d'entendre des gens dire « Oh, je suis nulle en anglais, j'ose pas apprendre, j'ose pas parler ». En fait, aller en Angleterre... Les gens parlent, mais n'importe comment les autres langues. Et en fait, on s'en fiche. Et pourquoi on s'en fiche? Parce que ce qui importe, c'est le lien social. C'est de se faire comprendre. Et c'est de se faire comprendre. Donc en fait, peut-être qu'il faut sortir un petit peu du dogmatisme et là aussi du mythe de la langue parfaite, ou en tout cas parfaitement apprise et transmise. La langue, c'est avant tout un véhicule de communication. Il y a le spectre de l'Académie française qui peut-être plane au-dessus des gens et comme ça, on a peur de l'utiliser. Oui, alors là où ils n'ont pas complètement tort, c'est notamment dans le numérique. Oui. Parce que je suis la première à être un peu énervée de voir les anglicismes trop faciles. Et en fait, souvent, on pourrait très bien utiliser des mots français. Vous voyez, digital. Pour moi, digital, c'est les doigts. On ne parle pas de numérique. Et c'est vrai. Et ça, ce sont peut-être mes origines québécoises qui me font réagir comme ça. Mais ce n'est pas parce qu'il faut absolument apprendre l'anglais que pour autant, il ne faut pas avoir la conscience de l'importance culturelle et sociale de sa propre langue. Pour vous, le français dans le numérique, ce n'est pas un combat perdu d'avance. Est-ce qu'il ne faudrait pas se montrer aussi un petit peu plus créatif lorsqu'on trouve des nouveaux mots? Parce que là, il faut trouver des néologismes. J'en ai trouvé quelques-uns. Et vous avez des origines québécoises, vous en avez certainement quelques-uns dans votre besace. Par exemple, on dirait, et selon l'Académie française, éreintage au lieu de bashing, bouche à oreille au lieu de buzz, attention, balado-diffusion pour podcasting, comédie de situation au lieu de sitcom. Tout ça, ça fait un peu la gare des Michards et ça va être difficile de le vendre à nos ados. Alors, je ne sais pas si vous avez des suggestions. Il faut essayer d'être créatif, non? Il faut essayer d'être créatif. Il n'empêche qu'au Québec, c'est assez spontanément entré dans le langage usuel. Pourquoi? Parce qu'il y a une vigilance collective. C'est parce qu'il y a une volonté, justement. Alors, c'est peut-être le village d'Astérix, mais le Québec, c'est un îlot de francophonie dans un océan de monde anglophone. Et donc, ils n'ont pas tellement le choix, c'est quasiment existentiel, que de préserver la langue française. Mais c'est une langue ultra vivante, qui est traversée et créative, qui est traversée de plein d'autres langues et qui inventent des mots. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est figée. Mais pour autant, il y a cette conscience qu'il faut franciser certaines terminologies. Moi, j'aimerais bien que ça soit le cas. Je viens du monde du conseil. Mais vous dites courriel au lieu de mail, vous? Oui. Ouais, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Mais j'ai constaté vraiment dans le quotidien professionnel de certains secteurs, notamment dans le secteur des services, à quel point on est en franglais en permanence. Et je trouve ça, honnêtement, quand les
quand les Français débarquent au Québec avec ces habitudes-là, les Québécois se marrent et ils disent « Ah, les Anglais arrivent !» Quelle place aurons-nous demain en tant que citoyens, nos enfants en tant que futurs citoyens? Quelle place aussi pour la solidarité? C'est #maplace. Bonjour Madame le maire, je m'appelle Agnès et je vis à Londres depuis plus de 20 ans. Londres et l'Angleterre sont très connus pour ces charity shops, donc ces magasins de deuxième main où on peut tout acheter, aussi bien des vêtements que de l'ameublement et des livres, mais surtout des vêtements. Et que pensez-vous de ce succès et pourrait-on le transférer en France? Agnès me parle des charity shops. Il y en a plein en France. Et à la Croix-Rouge, on a chez Henri. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les boutiques chez Henri, ce sont des vesti-boutiques qui recyclent des vêtements et le font très joliment parce que demandent aux donateurs d'écrire l'histoire du vêtement sur l'étiquette. Et donc, il y a en plus une forme de transmission émotive qui est intéressante. Donc, ça existe déjà. C'est ce que j'ai envie de dire à Agnès. Aussi prégnante qu'à Londres. Mais non, mais interrogeons-nous sur le modèle politique et sociétal. Pourquoi ça a existé d'abord à Londres ? Parce qu'il y a eu Margaret Thatcher, la casse des services publics et des droits sociaux. Et donc, la société civile a compensé. Et moi, je crois en réalité, au-delà de la question politique, qu'il y a un modèle aujourd'hui qui s'invente avec les associations et en particulier avec la Croix-Rouge. Vraiment, je suis très impressionnée par ce que je vois sur le terrain, qui est une nouvelle manière de construire les réponses aux besoins sociaux avec les associations, avec la société civile, mais pas pour compenser uniquement le déclin de l'État et des services publics. Oui, justement, j'avais envie de vous poser cette question parce qu'on pourrait avoir l'idée que comme on a une protection sociale, on a moins besoin de solidarité. Or, quand on regarde les chiffres, notamment des associations françaises, il y a un tissu associatif extrêmement riche et les Français sont plus engagés et plus solidaires qu'on ne le croit, notamment depuis, on l'a vu avec la crise sanitaire, hein, on a tous été étonnés. Est-ce que pour vous, c'est un élément fondateur pour l'avenir de la France? C'est une vraie force pour le futur? Mais complètement. Le futur, il sera fait de co-construction des réponses, notamment aux besoins sociaux. Co-construction, ça veut dire, oui, les pouvoirs publics, et à tous les niveaux, l'État, les collectivités locales, en l'occurrence beaucoup les départements, mais pas que, mais aussi les acteurs économiques, les entreprises. Et oui, pendant la crise, elles ont joué un rôle de plus en plus important sur les questions sociales. Et bien sûr, les associations et, je dirais, les initiatives citoyennes spontanées, souvent qui naissent par une app mobile, par une invention, quelque chose d'assez frugal, d'innovation sociale qui répond à un besoin sur le terrain. Et en fait, tout consistera à réussir à financer ces modèles-là, à ce qu'ils se dupliquent, à ce qu'ils puissent se répandre partout dans les territoires. Mais je pense que, et c'est d'ailleurs, moi c'est pour ça que j'ai rejoint la Croix-Rouge. J'y suis directrice alors, de la stratégie, de la transformation, mais aussi de l'innovation, parce qu'on pourra transformer et penser le futur stratégique par l'innovation. Donc on incube des projets, des idées de gens qui ont constaté des obstacles très très durs sur le terrain social et qui disent j'ai une idée pour y répondre. Lorsqu'un migrant ne sait pas se faire comprendre de son médecin et donc ne peut pas être traité parce que le médecin ne comprend pas sa langue, on peut utiliser un assistant vocal qui va traduire son dialecte en direct. C'est ça aujourd'hui la réalité de l'innovation sociale. Alors, je reviens un petit peu sur le rôle de l'État, parce qu'on sait que les Français attendent beaucoup de l'État, et c'est confirmé un peu dans une autre donnée de notre enquête exclusive BVA. Pour 78% des Français, c'est avant tout à l'État d'agir pour aider et soutenir les personnes les plus démunies. Ils sont 21% à nous dire que c'est avant tout aux associations d'agir. Alors, ça ne veut pas dire que pour eux, les acteurs associatifs n'ont pas un rôle à jouer, mais ça montre en fait quand même leur volonté très forte de voir l'État s'impliquer dans ce domaine-là. Comment vous voyez l'articulation entre l'action de l'État et l'action des associations ? Déjà, elle doit être claire. La Croix-Rouge, les autres associations ne sont pas là pour remplacer l'État et les pouvoirs publics. Ils sont là pour répondre à des besoins, et notamment à des besoins sociaux. Comment est née la Croix-Rouge ? Bataille de Solferino. Imaginez-vous en Lombardie,
en 1859, c'est un charnier. Il y avait 300 000 soldats, il y a des dizaines de milliers de blessés et de morts, des conditions sanitaires, médicales absolument épouvantables, et personne pour s'en occuper. Et là, il y a un monsieur, Henri Dunant, qui est un entrepreneur, qui n'est pas du tout médecin, qui n'est pas soldat, et qui voit ça, et qui dit, mais c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et donc, je ne vais pas regarder s'ils sont français, s'ils sont italiens ou s'ils sont autrichiens, je vais venir répondre à leurs besoins. Et depuis, en fait, la Croix-Rouge a innové, par exemple, à créer des formations au secourisme, à créer des filières de formation aux soins infirmiers. Et ça a été repris par l'État, qui a officialisé tout ça, qui a fini par le financer, par redistribuer les rôles, etc. Mais les associations, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles sont là pour pallier aux carences parfois, mais surtout pas pour remplacer l'État, mais elles sont là aussi pour parfois donner l'impulsion en disant, voilà ce qu'on voit sur le terrain, on va créer des solutions et peut-être qu'un jour elles seront reprises. En ce moment, on déploie des conseillers numériques dans des unités locales bénévoles. Ça veut dire qu'il y a des bénévoles qui vont former d'autres bénévoles, qui vont former des personnes accompagnées à l'utilisation du numérique pour payer ses impôts en ligne, pour s'ouvrir un compte à la CAF, sur Amélie, etc. Eh bien, peut-être que ça va donner naissance à une filière de la médiation numérique qui sera un nouveau métier demain. Ça sera né d'une innovation sociale au sein d'une association, mais ça va passer à l'échelle et ça pourrait devenir une politique publique. Je voudrais passer à un autre thème, le thème de la sécurité, qui est un peu une figure imposée de toutes les élections présidentielles. Et on voulait aborder ce thème-là avec vous, mais sous l'angle de votre spécialité, le numérique. Comment tirer le meilleur parti des nouvelles technos sans fouler aux pieds nos libertés individuelles? On va vous poser la question, mais avant, je voudrais partager avec vous cette archive de 1965. La télévision française se demande alors à quoi ressembleront les années 70. Et vous allez le voir, il est déjà question de vidéosurveillance. 43 millions en 1955, les Français sont aujourd'hui 49 millions, alors que 1965 s'achève. En 1970, ils auront largement dépassé le cap des 50 millions. Dans le même temps, le cadre de leur vie se transformera comme jamais il ne l'a fait. Déjà, nous commençons à vivre dans un monde où chacun de nos pas sera guidé par un œil électronique. La surveillance des rames de métro par la télévision, inaugurée sur la ligne de Sceaux, va se généraliser dans les années à venir. Un œil électronique qui va nous regarder, ça c'était déjà comment on voyait les choses en 1965. Oui, avec raison. Enfin, c'était précurseur, mais ils avaient bien vu les choses. Alors à titre personnel, moi j'ai toujours été du côté de la défense des libertés individuelles et de la protection de la vie privée. Et je trouve que c'est très important de toujours replacer ces questions dans le cadre de l'état de droit. Là aussi, l'Europe a plutôt une longueur d'avance. Et le fait d'avoir un texte comme le règlement européen pour la protection des données personnelles, qu'on appelle le RGPD, ça a donné un cadre attractif et ça a posé un socle de valeurs qui aujourd'hui commence à être assez universel, en tout cas dans un certain idéal de ce qu'on voudrait atteindre. Donc ça, voilà, c'est ce que j'ai toujours défendu. Et ce qu'on peut regretter, c'est que les décisions qui concernent l'usage des technologies, lorsqu'elles sont potentiellement intrusives dans la vie des gens, soient pas prises de manière assez collective et assez transparente. Ouais, justement, on avait posé la question aux Français. Alors, sur la vidéosurveillance, ils étaient plutôt favorables, mais il y avait un sujet qui leur faisait peur, et vous commenciez un petit peu à l'aborder, c'était celui notamment de la reconnaissance faciale. On avait 4 Français sur 10 qui étaient opposés au développement de ces outils. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire et comment justement ça s'intègre dans le débat plus général de comment on assure la sécurité et en même temps comment on préserve les libertés, on évite des dérives à la 1984 d'Orwell? Oui, tout à fait. Pourquoi les gens ont peu peur de la reconnaissance faciale? En fait, en réalité, ils ont peur des usages détournés
On aime bien que notre smartphone nous reconnaisse, ça va plus vite. En revanche, que ça soit utilisé contre nous dans un procès ou dans des accusations ou même pour obtenir des services assurantiels ou autres, non, surtout pas. Ça serait horrible, ça serait une dystopie destructrice dont personne ne veut. Et donc, il faut prévenir cela. Et pour prévenir, il faut avoir conscience de où pourrait nous mener l'usage des technologies, d'où l'exercice nécessaire de prospective, ce qu'a fait l'INA, ou enfin je ne sais plus quel, à l'époque. En fait, il faut le faire encore aujourd'hui. De fait, moi, dans mon nouveau job, j'ai une mission prospective. Lorsqu'on fait de la stratégie, il faut injecter en permanence la perception des futurs possibles. Et donc, se poser la question ensemble, et pas uniquement la police, et pas uniquement des administrations, de quel usage voulons-nous en faire. Craignez, Axelle Lemaire, vous craignez une dérive un petit peu à la chinoise qui pourrait se dérouler ici en France? Sincèrement, on a quand même des institutions solides, une tradition démocratique assez solide. En quoi la reconnaissance faciale pourrait-elle être utilisée contre le citoyen? Tout dépend des choix politiques qui seront faits. C'est tout cela. Ce n'est jamais garanti. Non. Pour autant, là aussi, il y a des usages qui peuvent être des technologies qui peuvent sauver des vies et qui peuvent être très bons. Vous voyez, aujourd'hui, dans les camps de réfugiés, un des principaux besoins immédiats, c'est une connectivité. Et c'est un smartphone pour joindre ses proches, pour donner des nouvelles, pour se tenir au courant de la situation. Aujourd'hui, le rétablissement des liens familiaux, il se fait à travers les technologies. Donc, on ne peut pas avoir un débat, là encore, noir ou blanc. Il faut se poser la question du cadre de droit, de là où on veut aller et quelles sont les limites. Et en fait, ces débats, ils n'ont pas lieu. Moi, ce que je regrette, c'est qu'on apprend, en tant que citoyen, a posteriori, qu'une technologie est utilisée. Il faut apprendre à créer les conditions du débat. Justement, vous avez beaucoup parlé depuis tout à l'heure de la réflexion collective, de la consultation, de la co-construction. Alors, précisément à la veille de cette échéance présidentielle, on entend beaucoup parler de RIC, de référendum populaire. Cette nouvelle forme d'expression citoyenne que certains réclament, est-ce que c'est complémentaire du fonctionnement démocratique tel qu'il existe aujourd'hui avec des élections, parce qu'il faut bien passer par les urnes à un moment donné, ou est-ce que ça va venir, on peut craindre que ça vienne en concurrence avec peut-être des dérives et des dangers? Il y a deux écoles, il y a celle de la démocratie directe et celle de la démocratie représentative. La France a fait le choix d'avoir des représentants pour débattre à l'Assemblée nationale et pour décider au sein de l'exécutif. Et effectivement, les outils technologiques aujourd'hui peuvent permettre d'aller demander leur avis, voire de faire voter, voire d'impliquer plus directement encore dans la décision, de manière directe. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'on désintermédie, qu'on disrupte les députés et les parlementaires, par exemple avec la Convention citoyenne pour le climat, ou est-ce que c'est en complément? Moi, mon école de pensée, c'est que c'est plutôt en complément et qu'on n'est pas allé au bout de cette logique. Il faut arrêter d'opposer le système représentatif et ses institutions d'un côté, avec des élections qui ont lieu une fois tous les 5 ans, et quand même l'impression qu'on n'a plus rien à dire entre deux scrutins, et puis cette démocratie directe. En fait, la démocratie, ça doit être les deux, ça doit être alimenté en continu, ce que les technologies numériques peuvent nous aider, en tout cas, à faire aujourd'hui. La civic tech, ce sont les technologies au service de la citoyenneté et de la construction du débat démocratique. Et moi, je pense qu'il faut construire un nouveau régime démocratique qui permet l'alliage entre ces deux types de démocratie. Alors, en France, on a vraiment commencé à parler de démocratie participative en 2007, notamment à la faveur de la campagne de Ségolène Royal, vous en souvenez certainement. 3 élections présidentielles plus tard, où en est-on? Comment se porte ce débat
citoyens, notamment et spécifiquement sur les réseaux sociaux, parce qu'on a vraiment l'impression que les réseaux sociaux libèrent jusqu'à présent plus une énergie négative que positive, et en plus on peut rajouter par-dessus la crainte des interférences de l'étranger. Vous, en tant que spécialiste du numérique, comment vous voyez un petit peu une élection présidentielle comme on est en train de la voir, avec tous les dangers, les potentialités aussi qui viennent du net? Oui. Alors, plusieurs questions. Les dangers, les risques, on les connaît, ils sont très, très réels. Hein. Il y a non seulement les fausses informations, les fake news, mais aussi les informations manipulées qui peuvent provenir de puissances étrangères, de groupes qui cherchent à nuire et à déstabiliser la situation politique en France. Il y a aussi des comportements humains type harcèlement, type violence verbale, injures, racistes, xénophobes, antisémites, qui doivent être condamnés. Et puis, il y a aussi ce qu'on aime dans les réseaux sociaux. Enfin, pendant les confinements, les réseaux sociaux ont joué un rôle extraordinaire pour nous faire découvrir des métiers, des professions du quotidien, des gens drôles, des artistes. En fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas vivre sans cette nouvelle couche informationnelle qui est entrée dans nos vies et qui nous nourrit. Et donc, moi, je trouve qu'il ne faut pas sombrer dans ces réseaux sociaux. Le problème, là aussi, pardon d'en revenir encore une fois à ça, mais c'est que, oui, les réseaux sociaux ont tendance à casser le débat et à l'hystériser, à hystériser les positions et à faire ressortir, ne serait-ce que par les traitements algorithmiques, les positions les plus polémiques. Moi, je trouve qu'il faut arriver à les voir comme des sources d'information et d'expression, voire d'espace de débat démocratique. Mais ça suppose de renforcer le rôle des médias. Les réseaux sociaux ne sont pas des médias. On fait cette confusion dans nos esprits. Nos enfants font les confusions. Eux, ils ont l'information par ces réseaux sociaux. Ils ne vont plus faire l'effort de... Ces médias n'existent même pas pour eux. Alors, oui, vous avez raison. Et donc, pour moi, la question principale à traiter dans le cadre de l'information politique pour l'élection présidentielle, c'est celle en réalité du rôle des médias, qui sont des intermédiaires On a besoin des profs. On a besoin des journalistes, on a besoin de traducteurs, de pédagogues, de gens qui vont décrypter ce qui se passe autour de nous pour nous aider à comprendre. Les réseaux sociaux ne font pas ça. Et donc, je crois que c'est très important d'avoir ces deux catégories en tête. Après, pour revenir à la démocratie participative, ça a été très déceptif. Aujourd'hui, c'est parfois perçu comme un gadget et on y recourt pour se faire plaisir. Moi, je pense qu'on est qu'au tout début de l'histoire. Lorsque la loi pour une république numérique a été écrite, elle l'a été grâce à une consultation citoyenne en ligne pendant 3 semaines, de manière totalement transparente. Les lobbies ont dû publier leur position sur la même plateforme que les citoyens. Résultat, la loi elle a été adoptée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Ce n'est pas un hasard. Il faut donc expérimenter. Ça peut paraître bizarre, expérimenter démocratiquement. Ben oui, tout n'est pas inscrit dans la Constitution de la Ve République. Il faut avoir des espaces de jeu pour essayer. Ici, à Futur, vous l'avez vu, on a hashtag ma France, hashtag mon avenir, hashtag ma place. C'est à vous de jouer maintenant, Axel Lemaire. Si je vous dis hashtag ma France rêvée. Alors... Ma première réponse, c'est une France apaisée. Je n'aime pas constater que les Français sont en colère et qu'ils sont tristes. Et aujourd'hui, c'est le cas. Et donc, je pense qu'il y a un besoin d'apaisement social, cérébral, intellectuel, collectif très, très fort et qu'il faut savoir y répondre. Et une fois que la France sera apaisée, elle regardera demain. Et elle construira ensemble. Et je trouve qu'il faut qu'on s'appuie sur les innovations que je vois, notamment au niveau local, au niveau micro-local, qui créent des solidarités nouvelles, qui utilisent les technologies pour répondre aux grands défis, et notamment aux défis écologiques, et qui font qu'on a envie de faire les choses ensemble. Aujourd'hui, il faut retrouver cette envie de faire communauté,
de faire groupe, de faire collectif. Je pense qu'en fait, non, c'est pas l'envie qu'il faut retrouver, c'est la capacité à faire ensemble. Parce que, en dépit de la morosité ambiance, moi je trouve que l'envie, elle est là. C'est ce que je vois à la Croix-Rouge. En fait, qu'est-ce que ça me rassure de travailler à la Croix-Rouge? Parce qu'il y a une bienveillance. Les gens ont envie d'aider les autres, en fait. C'est ça que je veux pour ma France rêvée. Merci beaucoup. Merci Axelle Lemaire. Merci à tous. C'était le futur d'Axelle Lemaire.